10h50, c'est ça. Est-ce que le son est bon? Je n'ai pas l'habitude en fait d'utiliser ce micro, mon voix est assez forte. Pourtant les cours de PCB, bon, on a de l'assistance aussi technique. Le format de conférence, comme indiqué comme Eric avec la présentation avant, c'est aussi assez nouveau pour moi. J'étais un petit peu surprise en fait quand PCB m'a invité comme étant un modérateur. L'après-midi, j'ai aussi une participation dans la session en fait comme panéliste. Donc, j'étais j'étais dans le groupe et Serge et l'équipe ici a préparé en fait une bonne session, je pense. Donc, c'est en fait le but de ce roundtable, c'est en fait d'aller un petit peu interactif à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas une session unidirection. OK. Moi, c'est Peter Gele, en fait. Je suis en fait aussi un des entraîneurs de PCB. Donc, je donne, en fait, la majorité des cours que je donne, c'est le 27 000. Aussi, en fait, les cours de DPO, donc Privacy, en fait, Risk Management, Incident Management. Donc, c'est exactement aussi le contenu de cette session ici. Ok, donc je propose en fait premièrement de faire le tour de table ici. Cherche, en fait, tu as pris en fait l'initiative en fait de rassembler des sujets assez intéressants, donc je vous en prie en fait. Merci Peter. Donc je te propose que chacun d'entre nous développe un sujet assez rapidement pour lancer la discussion. Donc pour ma part, je suis Serge Caillé, je travaille à Paris. Je suis un ancien officier général de gendarmerie, donc je connais un peu la sécurité globalement. Et puis depuis 5 ans, je suis dans le privé. J'ai fait la 27001, je suis lead implémentor, sécurité informatique. Et depuis 3 ans, comme je suis licencié en droit, je me passionne pour le RGPD. Donc je suis formateur RGPD, je suis DPO externe. Moi justement, je voulais dire, quand on construit une maison, un immeuble, il faut d'abord s'intéresser aux fondations qui doivent être solides. Et le RGPD, la protection de données vue européen, c'est même pas un immeuble, hein, l'ambition c'est un gratte-ciel. Je relisais hier les 170 considérants parce que je cherchais quelque chose. Et j'ai retrouvé un truc qui m'a toujours fait rire sur le 4e considérant, parce que, bon, vu des entreprises, ça va être dit, GDPR, c'est ressenti comme une contrainte. Et quand même, au 4e considérant, on peut lire en tête, le traitement des données à caractère personnel devrait être conçu pour servir l'humanité. Une noble ambition, hein, voilà, c'est pas comme ça que c'est ressenti par les entreprises, je pense que ce que vous direz. Alors, pourquoi je parlais de fondation? Parce que y a le socle juridique. Et je vais me permettre de dire, je pense que je choquerai personne en disant que la France était un peu en avance sur le sujet avec cette loi sacrée du 6 janvier 1978, avec d'ailleurs la difficulté d'y toucher. Et on a été très mauvais élèves en France pour l'application du RGPD. Et ce qui est, je pense, aussi une des raisons pour lesquelles, inconscientes peut-être, pour lesquelles on n'est pas du tout en avant. Il y en a d'autres, parce qu'il y a un certain attentisme des sociétés. Alors non pas en raison d'une insécurité juridique, mais plutôt d'incertitude. Je m'explique. Le RGPD sort le 25 mai 2018. On a tous été bombardés. Enfin, il y a eu un buzz pas possible. Il aura quand même fallu attendre un mois en France pour qu'une loi, non pas d'adaptation, puisque c'est un règlement, mais une loi sorte, un mois après seulement. Et puis, curieusement, de mon point de vue, c'est même scandaleux, une loi qui dit qu'elle est complètement incomplète et qu'elle renvoie une ordonnance dans les 6 mois pour faire mieux. Et cette loi, et ça c'est vraiment étonnant dans un texte juridique, qui dit que l'ordonnance aura pour but d'apporter des précisions, des corrections, etc. Mais je cite, remédier aux éventuelles erreurs ou omissions résultant de la présente loi. Enfin, une loi qui dit qu'il y a des erreurs, enfin, c'est quand même assez dingue, d'un point de vue juridiquement. Bon. L'ordonnance devait sortir dans les 6 mois, c'est-à-dire au 15 décembre. Elle sort le 12 décembre, quoi, en dernière limite. Et il faut savoir, enfin, c'est une subtilité française, que l'ordonnance en France n'a pas valeur vraiment législative. Elle doit être ratifiée dans les 6 mois par une loi qui n'est toujours pas sortie. Et en plus, l'ordonnance sort, mais on dit qu'elle ne prend pas effet, elle ne prendra effet que dans 6 mois, lors de la parution d'un décret et au plus tard au 1er juin. C'est-à-dire que pendant 6 mois, moi c'est ce qui m'a frappé dans les différents textes, c'est qu'on parlait d'ordonnance, mais personne n'avait l'air de considérer qu'en fait elle n'était pas en application, il fallait attendre 6 mois après. Et tout le monde en parlait comme si elle existait. Et une dernière subtilité juridique, c'est une ordonnance, elle doit être ratifiée par une loi, c'est toujours pas fait. Ça veut dire qu'en théorie, la loi de ratification peut très bien annuler, ça ne se produira pas, mais modifier l'ordonnance.
voire même faire l'objet d'un recours constitutionnel sur certaines dispositions, puisque c'est pas une loi, ça n'a pas été fait. Voilà. Et puis un dernier mot subtil, et j'en termine là, une subtilité juridique, comme c'est une ordonnance aujourd'hui, elle n'a pas valeur législative, donc c'est un acte administratif qui peut faire l'objet d'un recours que devant le Conseil d'État et pas devant le Conseil constitutionnel, donc c'est une situation vraiment un petit peu compliquée. Voilà. J'arrête là sur le sujet, hein, et je pense qu'on va peut-être parler de ce qui se passe en Belgique, sur l'équivalent. C'était pour te réveiller. C'est Mathieu, hein. Okay. Ouais, c'est Mathieu à qui tu as proposé de dire un mot. Voilà. Donc voilà. Oui, pour enchaîner sur... Est-ce que vous m'entendez? Oui. Tout va bien? Oui, ok, ça va. Pour enchaîner sur l'aspect juridique, puisque là, mon camarade vient de parler de la France. Et c'est vrai qu'en Belgique, il y a eu aussi plusieurs lois qui sont parues à la suite du RGPD, soit en juillet, en septembre ou en novembre, afin de préciser voilà, toute une série d'applications concrètes du RGPD en Belgique. Bon, alors, petite subtilité belge. Comme vous le savez, on en a beaucoup parlé, des amendes administratives, 2%, 4%, etc. Il faut savoir qu'en Belgique, donc on a eu la capacité de faire passer qu'en fait les amendes administratives ne seraient pas appliquées aux autorités publiques. Ah oui. Donc ça c'est quand même assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'on a voté une loi avec des amendes administratives si il y a des problèmes par rapport aux données à caractère personnel. On a quand même réussi à ne pas l'appliquer aux autorités publiques. Donc à soi-même, quoi. Donc ça dit comment on considère la protection des données à caractère personnel dans ce pays. Mais bon, soit, voilà. Avec quelques exonérations, notamment quand les autorités publiques, et ça c'est aussi une petite subtilité belge, des autorités publiques qui arrivent à être en concurrence avec des sociétés privées. Donc ça arrive aussi en Belgique, puisqu'on a des intercommunales. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Belges dans la salle, mais... Voilà, donc on a des intercommunales célèbres en Belgique qui arrivent à mettre des biens et des services à disposition du public moyennant paiement et en étant en concurrence avec des sociétés privées. Donc voilà. Mais donc tout ça pour dire que voilà, il y a eu effectivement trois lois qui sont sorties en 2018 pour appliquer concrètement le RGPD, lois qui ont, on va dire, précisé certains points, notamment la majorité digitale, mais aussi également enterrer le rôle qui était aussi un rôle spécifique à la Belgique, qui était le rôle de conseiller en sécurité de l'information, pour le remplacer vraiment par le délégué à la protection des données, qui est aujourd'hui la terminologie qu'on est censé utiliser pour toutes ces, comment dirais-je, l'application concrète d'un rôle au sein de l'entreprise qui va mettre en œuvre la protection des données. Voilà, ça c'était un peu pour les petites spécificités belges. Alors, on va peut-être passer à quelques chiffres. Je vais effectivement me centrer sur un peu ce qui a été publié par la CNIL française. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, depuis l'apparition du règlement et surtout son application le 25 mai 2018, il y a eu beaucoup de demandes. Et si on en juge par la fréquentation du site de la CNIL, qui est passé de 3 millions 6 mois avant le RGPD à plus de 8 millions de visiteurs par mois, on prend bien conscience qu'il y a une vraie demande d'information de la part à la fois du public, mais surtout des organisations. Si on prend maintenant le nombre de plaintes auprès de cet même organisme, qu'est la CNIL en France, il y a eu en un an, entre mai 2018 et mai 2019, plus de 11 900 plaintes, soit une augmentation par rapport à l'année d'avant de plus de 30%. Donc là, on voit bien qu'il y a une prise de conscience que la donnée à caractère personnel est un bien, d'ailleurs, qui est dans la charte de l'Union européenne comme partie intégrante des droits à faire respecter des citoyens européens. Pour information, il y a plus de 145 000 plaintes au niveau européen. Il y a aussi une concertation renforcée, évidemment, des CNIL au sein, enfin des organismes de contrôle au sein de l'Union européenne, puisque la CNIL participe à plus de 1000 enquêtes concernant des fuites de données au sein de l'Union européenne. C'est le fameux guichet unique. Quant aux notifications de violation, vous savez combien, si vous avez fait un peu de pratique, combien les entreprises sont réticentes à effectivement saisir la CNIL ou prévenir la CNIL ou leurs
organismes de tutelle concernant une fuite chez elle. Il y en a eu quand même plus de 2000 entre donc mai 2018 et mai 2019, plus de 89 000 en Europe. Donc ça veut dire vraiment qu'il y a une prise de conscience que la donnée personnelle est quelque chose voilà, qui n'est plus la propriété des organisations, mais quelque chose qui est effectivement qui est partagé et surtout qui doit être tenu en sécurité dans les organisations. On peut aussi noter le nombre de DPO. Plus de 45 000 entreprises en France, en tout cas, ont nommé un DPO, soit presque 17 000 DPO. Vous savez qu'il y a des DPO externalisés donc, ou mutualisés. Donc ça fait plus de 17 000 DPO déjà aujourd'hui, contre 5 000 SIL correspondant à informatique et liberté avant. Vous voyez que là aussi, les entreprises... Alors, j'en parlerai tout à l'heure, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que ce n'est pas parce que vous avez nommé un DPO que vous êtes compliance. Malheureusement, beaucoup d'entreprises pensent que, puisqu'elles ont nommé un DPO, elles sont compliance, et on s'en lave les mains, en tout cas, la direction générale. Débrouille-toi, on en reparlera tout à l'heure avec toi, c'est que, effectivement, ce nombre certes important, peut cacher la forêt. Alors au niveau des sanctions, parce qu'il ne faut pas se cacher, le gros problème de la loi informatique et liberté, c'est que peu de sanctions ou faibles sanctions, donc tout le monde rigolait. Et donc on s'en est un peu moqué de cette loi informatique et liberté. Sauf qu'en plus de 30 ans, effectivement, l'explosion de production de la donnée et l'explosion de l'échange de ces données numériques a fait que, effectivement, on a vu beaucoup de fuites de ces données. Et on s'est rendu compte, effectivement, de l'importance d'avoir un règlement qui puisse mettre, d'abord, qui donne des guidelines et qui dise comment faire aux entreprises, aux organisations pour protéger cette donnée personnelle. Alors, au niveau des sanctions, je voudrais parler aussi là un peu de, effectivement, qu'il y avait un chiffre qui était sorti de la CNIL irlandaise qui disait qu'elle avait fait 51 instructions, dont 17 ont un rapport avec les entreprises du numérique, donc les fameux GAFA, d'accord, Apple, Facebook, Instagram et autres. Pourquoi je parle de la CNIL irlandaise? Parce qu'on voit bien toute l'ambivalence de cette problématique au sein d'un pays qui a les sièges sociaux des principaux GAFA, notamment Facebook. Comment taper d'un côté et les retenir de l'autre? Et c'est tout le problème de l'Irlande aujourd'hui. Ça va être aussi le problème du guichet unique, où est le siège social, ou qui a les traitements qui sont incriminés, qui va pouvoir donner l'amende. Est-ce que aussi on donne une amende dans tous les pays où se représentait l'entreprise internationale, ou on frappe simplement le siège social en Europe? Il y a eu aussi pendant un an, de la part de la CNIL française en tout cas, je ne sais pas en Belgique, mais de la CNIL française en tout cas, un discours assez lénifiant. On est là pour vous aider. Donc globalement, en France, quand on dit ça, oh, c'est cool, ils vont rien faire, ils vont pas sanctionner. Donc beaucoup de, je ne parle pas des grosses, on verra avec toi comment, mais des petites entreprises se sont dit, oh ben c'est cool, on a encore un an pour s'y mettre, ils vont être cool. Moi, j'ai constaté, quand on fait un peu de prospection, qu'on est un peu sur le terrain. Effectivement, il y a beaucoup de chefs d'entreprise. Je parle des TPE ou des entreprises moyennes qui se disent « Moi, je suis trop petit. A ou B, je suis sous le radar. » Et de toute façon, la CNIL a dit qu'on a encore globalement un an pour s'y préparer. Ça a changé, il faut le savoir, avec la nouvelle présidente, Mme Falk-Pierrotin, qui a dit que maintenant, le ton conciliant, on en avait assez et qu'on va aller vers plus de répressif. Alors évidemment, c'est avec une belle formulation bien politique, avec discernement. Okay, donc ce que ça veut dire discernement, je ne sais pas, où on fait de la répression ou on n'en fait pas, mais on va appliquer le bâton avec discernement. Okay, donc là aussi, on sent tout l'impact, tous les lobbies derrière.
Ça a donné naissance aussi, cette législation, à des associations qui sont là aussi pour défendre le droit des personnes physiques, notamment, j'en parle en France, la quadrature du net, pardon, et l'ONG Noib de l'activiste autrichien Max Schrems, qui a fait tomber le Safe Harbor. Okay, donc voilà, en disant qu'il ne servait à rien puisqu'il n'y avait aucune rétorsion possible. Voilà. Donc il y a quand même des gens qui sont emparés, des associations qui sont emparées du sujet pour essayer de lutter contre effectivement ces gros mastodontes de la production de data que sont les réseaux sociaux, mais aussi Google et autres. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'avec cette répression qui va en s'accentuant, avec ces associations qui sont là pour nous défendre, ces sanctions de plus en plus lourdes, est-ce que pour autant le GDPR est en train d'atteindre son objectif de mieux protéger les données personnelles des citoyens européens ? Alors, effectivement, on voit bien que avec les fuites qui paraissent dans la presse, qu'on sensibilise de plus en plus les citoyens à cette thématique, à sécuriser leurs données personnelles, effectivement, le GDPR a donné des moyens juridiques pour porter plainte, d'accord, contre les organisations qui n'auraient pas respecté leur obligation de sécurité de ces données personnelles. Et on voit aussi apparaître, et le facteur positif du GDPR, c'est que c'est la première vraiment réglementation à une échelle aussi importante que l'Europe, et non pas l'Europe, mais aussi tout ce qu'on l'a dit tout à l'heure en introduction, de toutes les sociétés qui traitent des données de citoyens, de ressortissants européens. Donc on voit bien que ça s'élargit, mais notamment ça, c'est que le Japon est en train de suivre, l'Inde y réfléchit, la Californie a une législation spécifique, le Brésil est en train de faire la sienne. Donc c'est la première législation où effectivement on agit, nous, Européens, comme un modèle pour beaucoup de pays qui sont en train de réfléchir sur cette législation. Je ne parle pas notamment non plus des 12 pays reconnus comme safe par la CNIL, où on n'a pas besoin de demander d'autorisation quand on échange de la donnée personnelle. Pour autant, petit bémol, et là je vais m'arrêter, je parle trop, je suis désolé, les sanctions prononcées par la CNIL et de leur homologue européen n'ont pas pour autant augmenté en termes de volume. Et vous savez que c'est la sanction qui incite à les acteurs privés comme publics à se mettre en conformité. Si la CNIL anglaise, l'ICO, a infligé 183 millions de livres sterling d'amende à British Airways ou la France 50 millions d'euros à Google, ça reste anecdotique par rapport à ce qu'a infligé la Commission européenne à ce même Google qui est de l'ordre de 1,5 milliard d'euros concernant la violation du secret professionnel et surtout d'abus de position dominante. Donc on voit bien que sur le sujet de la privacy, la data privacy, les amendes sont encore anecdotiques par rapport à ce qu'elles pourraient être. En tout cas, ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette réglementation est vécue comme très contraignante par les petites structures ou moyennes structures, qu'elle coûte cher et qu'on se demande véritablement à quoi elle sert, puisqu'on est encore spammé. Il y a beaucoup de fuites de données. On voit bien que quand on échange des données, ce n'est pas encore très sécure. Mais il faut bien se rendre compte qu'on est à l'an 1 du GDPR, que ça va s'inscrire sur la durée et qu'on a effectivement beaucoup de choses à faire. Mais déjà d'avoir posé cette première brique d'un règlement qui touche l'ensemble de l'Union européenne, c'est déjà, à mon avis, pas mal. Voilà. Donc on a vu maintenant en fait un petit peu au niveau légal, certainement avec le général de recherche. On va revenir après un petit peu aussi au niveau belge, parce que je pense maintenant, Mathieu, on a eu 2 amendes en fait depuis le démarrage du GDPR. Oui, il y a eu quelques amendes, effectivement. Enfin, pour rebondir sur ce qu'a dit mon camarade ici, pour revenir 50 millions pour Google,
c'est anecdotique, quoi. Voilà. Je pense que la vraie sanction, elle doit venir du public, et elle viendra du public, dans le sens où l'image de marque d'une société, comme maintenant, c'est ancré dans on va dire dans les têtes des gens, voilà, l'aspect environnemental. Quand il y a un problème environnemental avec une société, ça va impacter son image de marque et ça va impacter son chiffre d'affaires. Et c'est ça qui va lui faire mal. Ce qu'il faut, c'est que les gens aussi changent, entre guillemets, de vision par rapport à leurs données personnelles et qu'ils se rendent compte que quand il y a un problème avec leurs données personnelles, le partenaire avec qui on travaille, la personne à qui on donne son argent, elle ne protège pas vos propres données et donc je ne vais plus travailler avec lui. Et c'est là où le RGPD va vraiment servir à quelque chose, c'est qu'il y aura eu un changement dans l'état d'esprit des gens qui vont faire que voilà, la vraie sanction, elle va se faire concrètement, parce que je pense que les sanctions administratives, c'est sympa, mais voilà, c'est des histoires d'avocats, on va discuter pendant 1 an, 2 ans, et puis on va donner une sanction. Ici, la sanction des gens, la sanction des sociétés, dans le business, dans l'argent, quoi, le vrai argent, en fait, ceux qui gagnent, voilà. C'est là où ça va vraiment, je pense, toucher et vraiment permettre d'appliquer concrètement les principes du RGPD. Voilà. C'est mon opinion. C'est exactement ça aussi, maintenant, c'est pour Nathalie. Donc on a eu en fait une petite vue d'entreprise régulation, on a vu en fait aussi le côté en fait interprétation des organismes comme le CNIL et en fait la Commission de privacy en Belgique. Et c'est exactement aussi le point que Nathalie va balancer un petit peu la vue des entreprises à ce niveau-là. Et je pense aussi que c'est le cœur de notre discussion. Est-ce que ça a changé beaucoup pour les entreprises? Oui, voilà. Alors pour les entreprises, donc on m'avait demandé de donner le point de vue du GDPR 1 an après l'implémentation. Mais je pense qu'on est même plus loin qu'1 an après. On est GDPR plus 3 en fait, parce que le document a été publié en 2016, donc les entreprises, elles ont eu le temps quand même de se pencher là-dessus. Et si on pense aux 4 années et aux je ne sais plus combien, 4000 amendements du texte, enfin voilà. Donc en fait, ça fait depuis 2012 qu'on sait qu'il faut s'y intéresser. Donc ça, c'est le premier constat que je fais. Alors moi, j'ai un background de juriste et j'ai travaillé dans ce domaine de la protection des données depuis 2001. Donc autre constat très intéressant à faire, en 2001, nous étions 3 ou 4 à nous intéresser à cette question en Belgique. Et l'année passée, je suis allée au congrès IAPP et je pense qu'il y avait 5000 personnes. Donc voilà, il y a effectivement un constat tout à fait fascinant à faire grâce à une initiative européenne. Donc moi, je m'en réjouis. Alors, premier constat que moi je fais 1 an après, c'est vraiment la création du business qu'il y a autour du GDPR. C'est complètement dingue, quoi. Je veux dire, depuis que je suis arrivée ici ce matin, j'ai reçu 3 emails ciblés qui me proposent des trainings et des conférences dans le domaine du GDPR, là, sur l'espace de 2 heures. Donc, voilà, c'est complètement dingue de constater ça. Il y a une difficulté, d'ailleurs, pour recruter des profils de DPO, même si ces profils sont très très divers finalement, parce que quand on regarde quels sont les profils des DPO, il y a une étude de l'IAPP et de Ernst & Young qui vient d'être publiée, qui est vraiment intéressante. On voit qu'ils ont des profils très très différents. Et donc dans les entreprises, on est en train de se doter de cet arsenal de profils qui sont des profils DPO juristes, des spécialistes de la sécurité, des data scientists, des spécialistes de l'access management. Donc voilà, tous ces profils maintenant sont en train d'exploser complètement dans ce domaine. Alors ce qu'on constate aussi, c'est que finalement, dans les grands groupes, le DPO, en fait, c'est pas forcément une personne, c'est une équipe. Dans cette étude de l'IAPP, il y a aussi des statistiques pour savoir où sont situés dans l'organigramme de l'entreprise les DPO. Ça, c'est aussi intéressant de voir où est-ce qu'on a mis ces DPO. D'abord, d'où viennent-ils? Dans la majorité des cas, c'est quelqu'un qu'on a repris en interne, qu'on a recyclé. Il passait dans le couloir. Oui, il passait par là et on lui a mis la casquette de DPO sur la tête et on lui a dit, au fait, joyeux Noël, t'es DPO. Voilà. Généralement, ça lui fait plaisir. Voilà. Oui, mais il n'y a pas de budget, il n'y a pas de moyens. Non. Et donc, le DPO, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il pense qu'il va devoir faire, en fait? Ça, c'est une bonne question aussi. Il sait qu'il va devoir s'occuper des inventaires. Voilà. Donc, dans les petites structures, on va se concentrer là-dessus. Dans les grosses structures, on va sans doute faire beaucoup plus que ça. Mais ça, je vais expliquer après. Donc, je disais que les DPO ont des profils très, très divers. Il y a d'autres fonctions maintenant qu'on engage aussi dans les entreprises, en particulier les chiefs, ce qu'on appelle le Chief Data Officer.
le spécialiste du management de la donnée. En fait, le DPO, il ne saura pas faire son boulot s'il ne peut pas travailler avec des spécialistes de la sécurité, mais aussi avec des spécialistes de la gestion de données. Parce qu'en fait, le problème fondamental des entreprises, c'est qu'elles ont énormément de données stockées un peu partout pour des durées non définies. Voilà, c'est la nature humaine en fait. La nature humaine, c'est collecter le maximum. On ne sait jamais, ça pourrait être utile, mais au final, on ne sait même plus où se trouvent ces données. Et donc, on a besoin des spécialistes de la donnée, les spécialistes de structuration des données, et on a aussi besoin d'outils pour gérer toutes ces données, enfin, pour pouvoir appliquer nos obligations du GDPR. Petite question à ce niveau-là. Est-ce que l'âge ou l'expérience joue un rôle à ce niveau-là? Quand on vous voit maintenant, il n'y a pas beaucoup de jeunes sans avoir en fait une demande de l'âge à ce niveau-là, mais quand même une expérience assez profonde et importante pour faire le rôle. Ici, on est dans une situation de l'offre et la demande, en fait. Je ne suis même pas sûr que cette question se pose, parce qu'en réalité, trouver quelqu'un qui a plus que 5 ans d'expérience en protection des données, je vous mets au défi. J'ai moi-même recruté pour mon équipe. C'est extrêmement compliqué. Donc, on trouve énormément de gens qui ont un profil ISO. Ça, oui. Et donc, ils sont des super spécialistes de la certification ISO 27001, par exemple, ce qui est très intéressant comme profil, mais qui n'est pas suffisant. Donc, voilà. Donc, évidemment, avoir plus que 2-3 ans d'expérience, c'est évidemment, je pense, un atout, mais un autre atout sera de venir avec autre chose. Si je suis spécialiste de la sécurité, c'est un atout. Si je suis spécialiste de l'access management, c'est un atout. Donc, au final, l'idéal, je pense, et ça, c'est ce que je comptais dire aussi, c'est de mettre en place une équipe, en fait, avec ces profils-là. Ils vont être complémentaires les uns des autres. Le juriste va aussi apporter quelque chose, donc ça, je tiens à le dire quand même, parce qu'il a les bons réflexes et parce que le GDPR, c'est jamais qu'une brique parmi d'autres, hein, dans tout l'arsenal législatif qui s'applique à une entreprise. Si on est dans le médical, il y aura le droit du patient, les essais cliniques, etc. Si on est dans le monde financier, il y aura encore d'autres spécificités. Par rapport aux données des employés, il y a tout le droit social qui s'applique, avec des complexités supplémentaires. Donc, voilà. Alors, ce que je comptais dire par rapport à la façon dont on met en œuvre le GDPR dans une entreprise, je pense que la première étape, dans mon expérience personnelle, pour avoir été DPO dans des milieux professionnels très très différents, dans le public, dans le privé, dans des petites boîtes, dans des grosses boîtes, la première chose sur laquelle je me penche, c'est la mise en place d'une procédure. Alors, ça peut sembler procédurier, justement, mais je peux vous dire que c'est vraiment très important d'avoir une procédure qui gère la gouvernance du GDPR. Parce qu'en fait, on ne va jamais réussir à rien faire si on n'arrive pas à définir les rôles et responsabilités des personnes dans l'entreprise. Alors pour ça, je pense qu'il faut s'intéresser, il faut partir du haut vers le bas. Moi, je propose un système pyramidal où on va définir les responsabilités au sein du board, et puis au sein du management committee ou du comité exécutif, et puis dans les départements, pour aller jusque finalement les business owners qui sont les responsables des applications. Et je pense qu'à tous les niveaux, il faut que les gens se sentent responsables. Hein, le principe d'accountability, il faut que dans ce règlement, dans cette politique, cette procédure, on ait défini les obligations, les droits des employés, les droits des data subjects, mais aussi les obligations des personnes dans l'entreprise qui se sentent responsables, et cela tout en haut, jusqu'au board. Un autre point qui me semble important, qui est dans le GDPR, c'est l'indépendance du DPO. Le DPO, il est censé en fait rendre des comptes directement au board. Mais ça, je peux vous dire que dans la pratique, j'ai trouvé presque aucun endroit où c'est le cas. Pour avoir discuté avec beaucoup de DPO dans beaucoup de sociétés différentes, le DPO, souvent, il est très très bas dans la structure hiérarchique de l'entreprise. Ça me paraît problématique parce qu'au-delà du fait qu'il a une forme d'indépendance, puisqu'il doit être capable de critiquer et de mettre en avant des problématiques dans l'entreprise, voilà, il doit aussi pouvoir rendre des comptes directement au sommet, au plus haut. Donc là, je pense que si vous êtes DPO, moi je vous encourage à ne pas lâcher sur ce point-là et vraiment à faire le nécessaire pour être reçu directement par les membres du board. Dans une société, par exemple, comme Euroclear, ça n'est pas si simple. Je vais dire, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui peut être invité par le board. Hein. Donc voilà, ça c'est vraiment, je pense, très très important. Alors pourquoi est-ce important que le board aussi se sente responsable? Parce que finalement, c'est lui qui va fixer les priorités et les budgets qui vont avec. Alors ça c'est fondamental parce que qui dit GDPR dit budget.
Et oui, donc je vais vous sortir le chiffre ici totalement hallucinant de l'étude de l'IAPP. Les personnes qui ont participé à cette étude, il y avait environ 400 entreprises, ont dit qu'en moyenne, elles avaient dépensé 400 000 $ pour le GDPR. Donc ça peut sembler énorme, mais je peux vous dire que parfois c'est 1 million, 2 millions, 3 millions, avec des arsenals de consultants pour des groupes mondiaux qui ont 100 ou 150 entités légales. Vous imaginez bien que rien que d'un point de vue contractuel, ça va être totalement dingue de se mettre en conformité. Donc il y a aussi pas juste une volonté, mais un budget à définir. Je vous donne un autre exemple, je vous ai parlé de l'exemple contractuel, mais un autre exemple, c'est la sécurité. La mise en conformité pour la sécurité informatique, la question de la durée de rétention des données. On est censé définir des délais de rétention. Bon, déjà, rien que ça, il vous faudra sans doute quelques juristes pour vous éclairer là-dessus. Mais après, il faut que techniquement, les outils, les applications permettent d'appliquer des mécanismes d'effacement des données. Et rien que pour ça, ça va nécessiter aussi un budget probablement très important au sein de l'entreprise. Donc vous voyez que voilà, d'où cette importance, le temps que je passais un peu à expliquer ça. Alors un autre élément que je voudrais mettre en avant, donc je vous expliquais qu'il fallait que tout le monde se sente responsable du GDPR et de son implémentation à tous les niveaux. Alors ce qu'on a fait chez Euroclear, et je pense que c'est un très bon système, donc je vous le propose, c'est que le DPO d'abord a passé du temps à clarifier ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Alors je pense que ça c'est important aussi, même dans une petite structure, le DPO il n'est pas là pour être au four et au moulin, il a un rôle bien spécifique. Il doit clarifier les obligations et comment les mettre en œuvre, c'est très important, et apporter son support. Mais in fine, la personne qui est responsable de cette mise en œuvre, ça doit être le business. Le business owner, la personne responsable de l'application. Alors, si vous arrivez à faire ça, je pense que vous aurez gagné quelque chose. Alors, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a prévu dans notre équipe compliance des personnes de contact, on appelle ça les SPOC, qui sont les points de contact qui sont dédicacés à chaque département. Donc, chaque département a une personne de contact à qui il peut s'adresser pour avoir toutes les explications qu'il veut, les outils dont il a besoin, etc., pour la mise en conformité. Et dans chaque département, nous avons un privacy champion qui a été formé en profondeur pour justement être compétent et maîtriser cette matière. C'est très très compliqué. Pourquoi ? Parce que les gens qui travaillent, les employés qui travaillent dans les départements, ils ont déjà leur propre agenda, leurs propres priorités, etc., leurs propres objectifs. Et donc leur rajouter en plus la mise en conformité GDPR, c'est très compliqué. Mais si vous y arrivez, ça sera garant d'arriver finalement à un résultat qui aura beaucoup plus de sens puisque eux connaissent les applications. Alors, j'avais encore prévu de vous dire une chose. Je peux, oui, voilà. Vas-y. Alors, je pense aussi que pour réussir finalement ce défi de la mise en conformité GDPR, un des éléments qui m'a semblé très favorable chez Euroclear, c'est la mise en place d'un projet. Donc, il y a eu au sein de l'entreprise la mise en place d'un projet avec un project manager. Donc, quelqu'un qui est vraiment un spécialiste de la gestion de projet, qui a les méthodologies et les outils pour la gestion d'un projet. Et qui a pris ça à bras-le-corps. Il a défini, notre project manager, des clusters. Donc pour chaque grande thématique, il a fait des groupes de personnes qui se sentaient concernées, de stakeholders, qui venaient un petit peu de tous les départements de l'entreprise et qui devaient faire avancer le projet. Et donc dans ces clusters, on a trouvé le premier cluster, c'était le cluster compliance. Donc ça c'est mon équipe, c'est la mise en place d'une gouvernance, d'une politique, la mise en place de la sensibilisation au sein de l'entreprise, les campagnes de communication, les trainings, etc., la mise en place de procédures pour répondre aux demandes des data subjects, etc. Le deuxième cluster, c'était les contrats. Donc, un très, très gros cluster aussi, énormément à faire pour une mise en conformité quand on est dans un groupe international. Déjà, rien que pour les transferts de données intra-groupe, par exemple, il y a beaucoup à faire. Alors, un autre cluster, c'était le cluster sécurité. Donc là, je ne vous mens pas en vous disant que c'est un des plus gros, un des plus compliqués. La mise en conformité au niveau des normes de sécurité pour les applications, donc c'est très compliqué. La durée de rétention des données, les mécanismes d'effacement des données. Donc là, on avait évidemment des spécialistes de l'IT et de la sécurité informatique. Et enfin, le dernier cluster concernait les départements, donc les divisions de l'entreprise, pour la conformité pratico-pratique de chaque département. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que dans chaque cluster, on a défini un action plan. Et pour chaque action, on a défini le risque. Parce qu'on est aussi dans un système risk-based approach où on va prioriser en fonction du risque, ce qui est parfaitement normal.
Et enfin, on a mis en place un steering committee avec tout un tas de gens importants dans la société pour qu'effectivement, on puisse tout documenter aussi. Très important dans le GDPR, il faut pouvoir documenter tout ce qu'on fait, parce qu'on sait qu'on ne sera pas compliant demain ou après-demain, mais ce qu'on peut en tout cas dire, c'est qu'on a défini toutes les actions, tous les niveaux de risque, on a mis des personnes et on a des agendas, on a des plannings pour chaque action, même si ce n'est pas demain, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 2 ans, hein, en fonction des faisabilités techniques ou budgétaires, mais en tout cas, on a prévu ça. Pendant la préparation en fait, de cette session ici, et, on a inclus aussi un petit peu la discussion pour les petites entreprises. Donc j'avais premièrement une petite question pour notre public. Qui travaille pour un PME? Je veux dire, un PME, c'est une entreprise qui est 250 personnes, en fait, maximum. Qui de vous travaille pour un PME? Une seule? Tout le reste, ce sont des grosses entreprises. Qui de vous, en fait, travaille pour une entreprise belge? Donc, un quart environ. Donc, la question ici, c'est exactement aussi une discussion qu'on a eue en fait avec le panel. Est-ce que l'application de RGPD en fait est suffisamment exécutée ou comprise par les PME ou pas? Moi, je peux répondre parce que je travaille dans une start-up dans le domaine médical. Nous étions 40 employés. Donc je pense que ça répond, c'est même pas vraiment c'est une toute petite PME. Mais comme c'était dans le domaine médical, évidemment, de nouveau, pas le choix. Et comme je crois que c'est Mathieu l'avait dit tout à l'heure, en fait, c'est tout simplement, on n'accède pas au business si on ne prétend pas, en tout cas, qu'on est compliant. Et donc, qu'est-ce qu'on nous demande? Moi, j'ai participé à des tas d'appels d'offres, par exemple, quand je travaillais dans cette start-up, avec notamment des partenaires américains. Hors Europe, ils nous demandent de sortir une liste d'une quinzaine de documents. Ils font des due diligence. Et là-dedans, avez-vous une politique, une gouvernance, protection des données? Quels sont vos privacy statements? Quels sont vos formulaires de consentement? Pouvez-vous garantir, par exemple, que vous avez les fondements légaux suffisants pour pouvoir réutiliser les données? Ça, c'est par exemple une question qu'on pose régulièrement. Et alors, ils nous demandent aussi à voir nos impact assessments. On n'en a pas parlé encore, mais c'est un très, très gros travail à faire au sein d'une entreprise. Et si on n'a pas fait cet exercice de faire le DPIA, eh bien, en fait, on ne va pas accéder au marché. C'est aussi simple que ça. Et donc, c'est d'autant plus critique pour les petites sociétés qui ne peuvent pas se permettre de passer à côté d'une opportunité commerciale juste parce qu'on n'est pas compliant. Et donc, c'est d'ailleurs en fait un gros problème, je pense, pour ces sociétés de ces volumes-là, parce qu'en fait, pouvoir maintenant, actuellement, se payer le luxe d'avoir un DPO, un spécialiste de la sécurité informatique, etc., in-house pour une petite boîte de 40 personnes, c'est vraiment extrêmement compliqué, quoi. Ça veut dire la plupart du budget salaire va passer là-dedans. D'où la création de ces sociétés qui proposent DPO as a service. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ça. Dans le domaine médical, ça marche assez bien. Il y a un player, une société montoise en Belgique qui propose ce service et ils ont un succès fabuleux. D'ailleurs, cette société DPO as a Service, elle a connu une croissance fabuleuse. Je pense qu'il y a 3 ans, ils étaient 2 et maintenant, ils doivent être une vingtaine. Et ils travaillent mondialement, quoi, parce que les sociétés, en plus, ils sont spécialisés dans le médical, et donc dans le médical, on est, ne fût-ce que si on fait des essais cliniques, etc., on est d'office sur un périmètre qui dépasse la Belgique. Donc voilà, il y a des solutions, mais c'est pas évident, et ça nécessite du budget, et donc ça peut effectivement être problématique. Tu avais aussi une remarque Oui, tout à fait. Pour rebondir sur les petites structures, je pense qu'il y a quand même un gros souci, pour l'avoir constaté moi-même, chez des clients, c'est les petites structures publiques. Oui. Ah oui, c'est pire. Oui. Alors là, c'est des gens qui ont beaucoup de contraintes, qui doivent avoir un DPO parce que c'est obligatoire, c'est une autorité publique, notamment, mais qui n'ont aucune culture de la conformité. Donc, on a tu peux donner un petit exemple? Les communes, les communes, les CPAS, je ne sais pas comment on dit ça. Oui, c'est vrai, oui. Voilà, des petites structures comme ça locales qui donnent des services extraordinaires aux citoyens, avec lesquels les citoyens sont en contact très régulier. Où là, c'est la préhistoire, quoi. Mais c'est pas que la préhistoire par rapport au GDPR. C'est la préhistoire par rapport à un système d'information, à la gestion des données. Et donc, si vous n'avez pas, je veux dire, même la base, c'est
très difficile de mettre en application une réglementation comme le GDPR. Donc, un autre exemple, les hôpitaux. Et les hôpitaux, n'en parlons pas. C'est une catastrophe absolue. Donc la société pour laquelle je travaillais, on avait des tas de contrats avec des hôpitaux, des contrats de recherche, où il y avait des budgets qui avaient été alloués, qui ont été tous mis à l'arrêt parce que l'hôpital n'avait pas de DPO. Et quand enfin le DPO a été désigné, il nous a dit écoutez, moi je ne sais pas vous recevoir avant milieu de l'année prochaine parce que j'ai encore 300 jours de congé à prendre. Ouais. Oui, on constate globalement sur les PME, il y a trois choses. D'abord, il y a public-privé, effectivement. Quand vous intervenez pour une petite structure, globalement 150 personnes, et qu'elle dépend d'un ministère, alors là, c'est souvent ce qu'on retrouve, la même problématique que des PME qui sont rattachées à un groupe international. Je m'explique. J'ai travaillé pour des filiales de groupes internationaux, pas forcément, dont le siège n'est pas forcément en France, mais à l'étranger. Et on leur dit, soyez compliant, mais on ne leur donne pas un brin d'explication. Il y a un vague DPO qui fourgue des procédures tout en anglais. Alors déjà pour les Français, c'est déjà un peu problématique. Et débrouillez-vous. Donc ils sont perdus, d'où ça fait du business pour les consultants que je suis, donc ça c'est très bien. Pour le public, vous avez la même chose. Alors ils commencent à s'y mettre et j'entrais, souvent c'est le DSI d'ailleurs, le seul qui comprenne un peu l'utilité de cette réglementation. On avance et puis après, évidemment, le pauvre DPO responsable des données, il se dit à un moment donné, il va falloir que je regarde avec mon ministère si je suis bien en phase avec le DPO du ministère. Et là, on tombe dans l'ubuesque parce qu'il y a le ministère qui se réveille et dit « Ah, mais c'est vrai que vous avez bien avancé, mais peut-être un peu trop vite, parce que nous, nos process, ils ne sont pas comme ça, il faut qu'on se rapproche, venez nous voir. » Finalement, ils comprennent que sur le terrain, ça avance et eux, au siège, ils n'y arrivent pas. Voilà. Et puis il y a la troisième catégorie des PME qui sont pas liées à un groupe, qui sont autonomes. Et alors là, c'est le Far West. Il y a les gens qui sont plutôt qui comprennent un peu ce que c'est qu'une donnée, qui viennent un peu du high-tech ou de la data. Et les autres, je dirais, j'ai vu beaucoup de sociétés de marketing qui n'ont pas envie d'y aller et dont un DG m'a dit mais c'est de la foutaise. De toute façon, dans un an, on n'en parlera plus de ce RGPD. Voilà, il y a un peu de tout. Oui, je crois que c'est effectivement ce qui s'est passé. Il y a eu un buzz énorme en 2018 et puis le soufflet est retombé. Hein. Et moi, je traite aussi avec des petites et moyennes entreprises. On est au niveau quasiment élémentaire, voire zéro. Enfin, c'est assez dingue. D'ailleurs, je trouve ça assez amusant parce que quand on va dans une entreprise, puis que là, on trouve un RSSI ou un DSI, parce que ça se démarre souvent là, sous prétexte que les données sont des bases de données, donc c'est de l'informatique. Ce qui est un mauvais raisonnement, mais c'est comme ça. Et le type me dit, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Ah, je lui dis, mais c'est super bien ce que vous avez fait. Alors, il est très étonné, mais je dis, oui, parce qu'ailleurs, c'est 0-0. Et vous, si on est sur une échelle de 0 à 10, le but étant d'être à 10, partout c'est 0, vous êtes déjà à 1 ou 2. Or, ce que je remarque aussi, parce que j'étais amené souvent à créer des systèmes auparavant, la plus grande difficulté, c'est passer de 0 à 1 ou 2. Parce qu'après, bon, on est là, mais il faut franchir le pas et puis expliquer le système. Ce que je voulais dire, j'ai trouvé hier une étude de Capgemini qui disait que les entreprises, parmi les obstacles qu'elles mettent en avant pour la mise en œuvre du GDPR, la plupart, c'est que le principal enjeu, c'est le problématique des systèmes informatiques qui est hérité, qu'évidemment on ne peut pas modifier, donc qui rendent impossible la mise en œuvre informatique. Et puis 40% estiment que les exigences du RGPD sont trop complexes et que les coûts financiers sont prohibitifs. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, en conclusion, c'est l'inverse. C'est-à-dire ceux qui s'y sont mis disent finalement 92% des cas des entreprises estiment que cela leur a donné un avantage concurrentiel. Tout ceci contribuant à augmenter leurs revenus. Donc finalement, il y a un retour sur investissement dont il est difficile de faire état quand on est DP ou RSSI, parce que c'est pareil. Et puis, 4 personnes interrogées sur 5, donc c'est fort, estiment que le respect de la réglementation a contribué à améliorer les systèmes informatiques et les pratiques de cybersécurité dans l'ensemble de l'organisation et d'une manière générale les process. Et ça, c'est intéressant. Donc en fait, moi je vois, c'est difficile d'imposer ça à des gens qu'on n'a pas envie, donc j'essaie plutôt de faire par adhésion. Si dans une boîte, je vais voir qui est-ce qui veut aller de l'avant, et puis on va, puis après ça diffuse par capillarité. C'est très difficile de l'imposer du haut, comme tu disais Nathalie, sauf si on a la chance que la direction générale ne se borne pas à écrire une lettre en disant on va le faire.
donne l'impulsion, mais ça, c'est plus rare. Ce que je voulais dire, une remarque, Peter, si tu permets, quand tu disais qu'on était plutôt sur l'âge des DPO, mais bon, je crois que cette assemblée n'est pas représentative, parce que tous ceux qui sont là sont dans le système, sont plus ou moins formateurs PSB, j'en sais rien, donc il y a des jeunes DPO, on n'est pas représentatif des DPO, je veux dire, dans cette salle. Je voulais rebondir, Nathalie, sur ce que tu disais sur l'organisation. Je suis content que tu y en parles, parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, hein. Le cœur du métier, c'est pas de faire des contrôles informatiques ou de s'assurer qu'il y a des traitements et des contrats bien faits, mais c'est qu'il y a une bonne organisation. Et c'est en ça aussi que tu évoquais tout à l'heure le fait que dans la salle, ou c'est toi qui disais qu'on a beaucoup des gens qui ont fait de la normalisation, mais je crois que c'est fondamental. Hein. Et moi, je vois dans ma boîte, j'étais le seul à le dire parmi les jeunes juristes. Hein. Je dis d'emblée, il faut imposer ce que j'appelais à l'époque un SMPD, Système de Management de la Protection de Données, à l'instar du SMSI. Hein. Et je me réjouis de voir que dans la nouvelle dont il était parlé ce matin, la 27701, hein, en anglais, puisqu'elle est en anglais, on parle du PIMS, Privacy Information Management, donc système de management de la protection de la donnée, à l'image du SMSI, et c'est fondamental. Et commencer par diffuser une politique de gouvernance de la protection de la donnée. Et excusez-moi, je ne sais pas s'il y a des avocats dans la salle, mais je trouve que ce n'est pas forcément ce qui est plus répandu. Voilà. Mais je pense que la 27701 va y contribuer. Voilà. Je voulais vous signaler aussi une étude très intéressante qui est diffusée sur le site français du ministère du Travail, qui a mené une enquête auprès des DPO. Donc là, c'est le point de vue des DPO. Alors on voit bien, puisqu'on l'a vu dans ton exposé, le DPO, c'est comment dire en mathématiques, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un DPO. D'abord, c'est obligatoire. Hein, voilà, et puis il faut qu'il y ait un DPO. C'est pas suffisant, mais voilà. Avec l'inconvénient qu'on va dire, le DPO fait tout, et c'est surtout ce qui ne doit pas être fait. Mais déjà, pour que ça fonctionne, il y a des DPO. Donc c'est intéressant de s'intéresser au DPO. Donc le ministère du Travail, sachez-le, français, a mené une enquête, un sondage auprès des DPO l'année dernière, c'est diffusé sur le site, hein, et il y en a quand même 1500 qui ont répondu, donc je pense que c'est suffisamment représentatif. Et alors par rapport à la difficulté de trouver des compétences, c'est effectivement 50% avaient moins de 2 ans d'expérience. Un quart novice avec moins d'1 an d'expérience, enfin, c'est dingue pour un métier dont on considère quand même qu'il faut de l'expérience. Enfin, on va tous dire la même chose, c'est quand même surprenant. Hein. Voilà. Et seulement 25% sont attachés de près ou de loin à la direction générale. Voilà. Alors, ce que tu as évoqué aussi, c'est important. Moi, ce que je vois, c'est que c'est aussi un travail d'équipe, parce que sinon, on est seul. Et tu évoquais, Nathalie, que tu es responsable de la conformité. C'est aussi, moi, ce que je m'efforce à faire. Et alors, ce qui me frappe, parce que j'ai été RSSI antérieurement, j'embarque le RSSI avec moi. Pourquoi ? Parce que le RGPD, qu'on ne le veuille pas, impose des choses. Le DPO doit être indépendant. La guideline sur le DPO, ligne directrice, dit qu'il doit participer aux réunions de cadre. Alors ça, c'est quelque chose que je mets en avant. Hein. Et donc, il y a des textes réglementaires qui obligent à ce que le DPO ait une indépendance et une position. Alors que le RSSI, au fond, quand on y réfléchit bien, qui est pourtant fondamental, ce sont des normes, ce sont des pratiques, mais il n'y a aucun texte réglementaire qui l'oblige. C'est pour ça qu'on voit trop souvent le RSSI qui est au niveau N-4, voire, je vois ça en France la plupart du temps, au sein de la DSI, ce qui est juste pas possible. Hein. Et moi, ce que je fais, alors je trouve ça amusant, comme j'embarque le RSSI avec moi, donc j'ai réussi à obtenir dans le DPO externe où je suis, de positionner auprès de la direction, et du coup le RSSI il se trouve propulsé avec moi parce que j'en parle et ça marche, hein, et ça permet de bien fonctionner. Ça, c'est la première observation. Le deuxième point que tu évoquais sur l'indépendance, j'ai été salarié auparavant d'une entreprise où j'ai essayé d'intéresser mon patron à ça, il ne s'intéressait pas, alors qu'on faisait de la vidéosurveillance, mais peu importe. Et ce que je me rends compte, c'est qu'étant DPO externe, j'ai peut-être plus de liberté d'indépendance, même s'il y a le business, il ne faut pas qu'on arrête le contrat, mais je me rends compte que je fais des fiches où je m'adresse à la direction générale, carrément, hein, note à l'attention du directeur général, même si ça ne lui va pas, où je dis les choses peut-être un peu plus crûment, fermement, que si j'étais salarié à l'intérieur, où c'est toujours plus délicat. Hein. Voilà une remarque que je voulais faire, et puis je vais en rester là pour donner la parole à d'autres collègues. On a presque 50 minutes maintenant, donc il y a une dizaine de minutes environ pour la session. Est-ce qu'il y a des questions de notre cher public là? Ah, c'est bien. Je pensais qu'il y avait un micro là, donc il y a Allez, madame. la dame ici. Il y a une question devant. Bonjour, merci beaucoup déjà pour l'exposé. Je travaille en Suisse, je suis responsable de la gouvernance pour une école polytechnique donc de Suisse, l'école de Lausanne. Et donc au niveau des universités, on sait comment la liberté académique est une valeur. Une université par définition n'est pas une banque.
Donc, quand vous parlez de protection des données à un professeur, disons, au mieux, il vous rigole, ou disons, en face, ou alors il vous évite. Donc, j'aimerais savoir s'il y a des retours, si vous avez des statistiques concernant la mise en conformité des universités, soit en France, soit en Belgique. Deuxième question, de quelle manière, si vous êtes au courant, ils s'y sont pris pour être conformes au GDPR? Merci. Je suis désolée, je n'ai pas entendu votre deuxième question, mais je peux répondre sur la première, parce que j'ai travaillé pendant 11 ans pour l'Université catholique de Louvain, qui est quand même la deuxième plus grosse UNIF en Belgique. Je peux vous dire que la protection des données... Donc déjà, et la meilleure, parce que meilleurs éléments y sont passés, donc... On sent du vécu, on sent... Je défends mon université, c'est normal. Donc voilà, un milieu essentiellement académique, essentiellement masculin. Donc être DPO, une femme dans un monde d'hommes académique, avec un profil non académique, donc très très compliqué. Je venais avec des considérations qui n'intéressaient, je vais dire, personne, mais ça c'était avant le GDPR. Et quand j'ai présenté à l'administrateur général le GDPR, il m'a dit encore un truc de technocrate, voilà, donc qui ne sert à rien, qui nous fait perdre du temps, alors que les universités gèrent un nombre colossal de données à caractère personnel. Donc déjà tous les employés, tous les étudiants, ok. Mais en plus de ça, les universités gèrent les chercheurs. Et les chercheurs, il y a énormément de recherches qui se basent sur l'analyse de données à caractère personnel. Pas que les statisticiens, les démographes, les psychologues, voilà. Donc en fait, ces données sont partout et on est tout le temps confronté à la thématique de la réutilisation de la donnée. Donc très très intéressant évidemment de voir quand est-ce qu'on peut réutiliser les données. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'en Belgique, les universités se sont organisées en réseau. Et donc, en fait, on fait un groupe de DPO universitaires pour être plus forts, pour partager leurs analyses sur l'application du GDPR aux universités, et enfin pour partager les templates de documents, etc., pour la gestion de l'université, la gestion de ses employés, mais aussi, et des étudiants, mais aussi à des fins de recherche. Après, je suis désolée, je n'ai pas entendu votre deuxième question. Moi, je peux... Juste un point. J'ai travaillé pour un réseau justement d'écoles supérieures en Belgique qui a justement lancé un marché global pour 7 ou 8 écoles. Maintenant, on va avoir un même service, on va dire, de mise en conformité pour un ensemble d'écoles, quoi. Donc il y a des écoles qui se regroupent dans des réseaux. En Belgique, il y a des réseaux. Je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, de façon à mettre en œuvre cette conformité et avoir un DPO qui est partagé justement entre différentes écoles. Et puis bon, la difficulté dans le monde académique, je pense que vous y êtes confrontés, c'est aussi la population qu'on y rencontre, quoi. C'est-à-dire que vous avez des étudiants qui sont... on va dire très ouvert, et puis voilà, et puis vous avez des profs d'UNIF qui souvent se considèrent comme des demi-dieux, quoi. Donc c'est un peu la même problématique que vous avez dans les hôpitaux où les médecins, ils sont sur un piédestal. Donc vous allez leur expliquer, attention, là ce que tu faisais c'est pas bien, hein. Ah ouais, non. Maximilien Schrem, il n'était pas étudiant, lui? Ouais. Et puis alors vous avez des pratiques historiques catastrophiques, hein, comme on était tous habitués à ça, mais la publication des résultats des examens, quoi. Tout le monde peut avoir la cote de tout le monde, quoi. Et alors avec le discours de dire ça fait 20 ans qu'on fait comme ça, vous n'allez pas nous dire que c'est pas légal, hein, voilà. Oui, donc je pense allez, vous devez être confronté, mais il y a le changement de mentalité, il doit être, c'est dur, quoi. C'est plutôt ça, le changement de culture, la direction. Évidemment, donc les missions d'une école polytechnique, de la nôtre, sont la recherche, l'éducation et l'innovation. Alors, si vous proposez la mise en conformité comme étant une contrainte très forte, vous allez recevoir tout le temps des non, parce que c'est clair que ça freine l'innovation, ça freine la collaboration interuniversitaire. Donc la recherche. Les universités n'auront plus accès au budget de recherche et elles ne sont pas en conformité. Voilà, donc ça c'est un argument que moi je l'ai vu parce que on me contactait pour tous ces grants au niveau européen qui sont des bourses d'excellence qui sont très très prisées et en fait il y avait des retards justement dans de toutes ces bourses parce qu'il fallait remplir tous ces dossiers où on devait attester et pouvoir démontrer qu'on était compliant, quoi. Donc
voilà, c'est le même problème en fait. Hein. C'est un des moteurs qui va pousser d'ailleurs toutes les réticences. Hein. C'est l'accès à des marchés publics ou autres, ou des appels d'offres, où il faudra être compliance GDPR. Et puis les groupes qui vont commencer à se structurer. Pourquoi ? Parce que effectivement, les hackers attaquent pas les gros groupes directement qui sont assez protégés en règle générale, mais attaquent les filiales pour entrer dans le groupe. Et donc, les groupes font maintenant très attention et demandent à leurs filiales, quelles que soient où elles sont, de se mettre en conformité. Et c'est là que c'est un peu les thématiques qui vont pousser même les organisations ou avoir pour les administrations publiques, avoir des budgets de la part du ministère de se mettre en conformité avec ce règlement. Est-ce que ça a répondu un petit peu à votre question? Donc, où est-ce qu'on passe? On a 5 minutes, probablement il y a des questions supplémentaires, mais bon, donc dans la session, on a quelques minutes à passer. Ça n'empêche pas, en fait, naturellement, de contacter, en fait, de discuter ou de continuer après, mais bon, donc vas-y. Bonjour. Je voudrais savoir, en termes de sous-traitants, ça se passe comment? Alors, un exemple, si une entreprise a des données personnelles, enfin, de ses employés, elle estime que c'est plus simple pour elle de sous-traiter à la fois l'hébergement des données et l'exécution sur ça. Qui est responsable de quoi? Bonne question. Très bonne question. C'est celui qui décide, c'est simple, on connaît la définition, hein, le responsable, celui qui décide les moyens et les finalités du traitement. Oui. Et donc, il est tout à fait possible qu'une entreprise sous-traite l'intégralité d'un traitement à un sous-traitant. Et donc, en fait, du coup, n'aura même plus accès à la donnée, ne la verra même pas. Il aura juste accès à des données, à des résultats anonymisés. Et pourtant, néanmoins, reste le responsable du traitement, et le sous-traitant n'est pas responsable. Enfin, voilà. Donc il a le rôle de processeur, hein, donc il traite au nom et pour le compte. Il a aussi des obligations d'ailleurs directes qui découlent du GDPR, plus les obligations contractuelles qui seront fixées dans son contrat. Mais donc, et lorsqu'on constate aussi sur les gros projets, vous avez parlé de cloud, etc. Oui. Voilà. Justement, j'allais y venir. Je veux dire, la plupart des gros projets pour le monde de l'entreprise impliquent beaucoup de partenaires. Hein, et donc, on va se retrouver aussi dans des situations où il y aura un système de co-responsabilité entre différents partenaires. Un qui décide la finalité, l'autre les moyens. Ils travaillent ensemble. Ils pouvaient être tous les deux joint controllers. Ça, c'est des situations qu'on retrouve assez classiquement. Et je me permets d'insister sur le fait qu'on ne peut pas, par contrat, manipuler la réalité et se considérer comme non responsable quand on l'est. Alors, votre question soulève deux choses. Il y a la sanction vis-à-vis de l'autorité de contrôle. Oui. Et après, il y a la sanction que peut infliger telle ou telle personne qui a vu ces données fuitées. Et donc là, on va rechercher effectivement toutes les responsabilités en cascade, d'où l'intervention des bons juristes pour clarifier toutes les responsabilités dans les contrats, et c'est pas simple du tout quand on aborde le monde de l'informatique. Alors, c'est pas simple et surtout très long. Oui. Très bien. Tout à fait, bien sûr. Ça peut être un critère de choix. Oui, mais je pense qu'il faut dire qu'on est à l'aube d'une transformation de la société et que ça va prendre du temps. Enfin, d'abord, je veux signaler par rapport aux difficultés. Ça peut dire que, si je ne m'abuse, le GDPR va faire l'objet d'être revu, enfin de modification. Donc, il y a une réflexion en cours. Hein. Puis moi, je vois dans les boîtes où j'arrive, enfin, c'est comme une 27001, certification informatique. Pour mettre en conformité, il va falloir 3 ans. Quoi, hein. Donc, il est normal que ça prenne du temps, etc. Et puis alors, par exemple, l'université, mais c'est comme les médecins, des gens qui sont réticents au nom de leur indépendance. De toute façon, il faudra bien qu'ils s'y mettent par obligation. Simplement, on voit bien qu'il y a des boîtes qui vont de l'avant parce qu'il y a des raisons de business, puis les autres, ça viendra. Puis vous parlez d'université, moi je vois ce qui se passe aussi dans les hôpitaux, enfin c'est juste scandaleux. Mais bon, il faut peut-être attendre qu'il y ait une bonne violation de données, que tout le monde en parle, quelqu'un soit dûment sanctionné. Mais non, mais c'est ce qui va se passer, quoi. Tant que c'est pas arrivé, les gens disent ça n'arrive pas. Regardez ce qui s'est passé à Rouen sur Céveso, enfin c'est dingue, quoi. Hein. Donc, bah oui, mais un jour, il va y avoir une fuite de données majeure, ou quelqu'un qui va porter plainte dans une université ou dans un hôpital. Et là, indépendamment de la réussite des marchés publics, qui aussi va être une contrainte, les gens vont devoir... Par contre, vous avez dit, je termine, pardon, faut que ce soit ressenti comme une contrainte. Moi, je vois très bien aussi, comme le discours que j'ai dans les boîtes, comme dépôt externe, je vais quand même m'efforcer. Il ne faut pas être ressenti comme le type qui empêche, qui gêne, etc. Si possible, ne pas trop gêner le business, et surtout dans les petites boîtes, à défaut de respecter la lettre, respecter l'esprit. Parce qu'on peut pas respecter la lettre, c'est juste impossible. D'ailleurs, comme tout ce qui est normalisation, réglementation. Je me souviens, quand j'étais jeune, on disait à la SNCF, s'il y a une grève du zèle, le mécanicien, il manque un boulon, il part pas, quoi. Il part quand même. Hein. Donc, faut s'efforcer aussi, je pense, comme DPO, mais
mais c'est un peu comme quand on a responsabilité qualité, de ne pas apparaître comme le mec qui bloque tout, hein, parce qu'il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont excessifs, l'application stricte des textes, il ne faut surtout pas. Bon, il faut appliquer l'esprit, je pense que c'est important. Sur cette question-là, hein, je ne sais pas de quel secteur vous venez, mais j'ai constaté que les entreprises se réunissent par secteur et ils font un position paper, en fait. C'est vrai. Ils se décident entre eux, par exemple, dans le monde financier, il y a tellement de players, il y a tellement d'intermédiaires entre une banque et un client qu'ils se sont mis d'accord aussi, hein, qui est contrôleur, qui est processeur, etc. Dans le monde pharmaceutique, c'est pareil, etc. Donc il faut aussi, si on est perdu, il faut aussi aller voir son secteur. Il y a des organismes qui représentent le secteur qui doivent pouvoir vous aider. Alors, ok, mais merci. Enfin, là, pour ma part, c'est plutôt industriel en France, mais on se demande aussi, et ce sera mon dernier point, il y a quand même des interventions étatiques. Par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle le Cloud Act, qui a été fait par les Américains pour une superbe histoire d'hébergement de données personnelles, de messagerie, justement, en Irlande. Et donc, si un État, notamment les États-Unis, décide que maintenant c'est comme ça, ça va être comme ça. GDPR, là, la Commission européenne s'est déjà penchée, ils sont en négociation pour le Cloud Act, justement, pour faire un cadre légal qui devrait s'appliquer à l'Europe tout en respectant le GDPR. Hein. Donc ça, c'est un beau sujet. C'est un beau sujet. Ok. Oui, officiellement, on a terminé l'heure, en fait, mais je vois, en fait, l'équipe PCB. Alors, si tu peux maintenir les questions. Oui, c'est juste une petite question. Par rapport aux filières qui sont, admettons, des filières qui sont en Afrique, il y a une grande entreprise qui est ici en Europe, il a des petites filières en Afrique, qu'on doit appliquer cette loi. Imaginez en Afrique, il y a des entreprises qui doivent respecter leurs lois aussi locales. Et dans ces cas d'espèce, quelle serait la loi qui va, comment dirais-je, prendre le dessus sur l'autre loi dans ces cas d'espèce? Écoutez, je pense que c'est une loi, le GDPR, qui est assez restrictive et qui impose des obligations aux entreprises. Je ne connais pas les lois africaines, loin de moi de prétendre, mais je ne voyais pas une loi qui dirait, bon, finalement, non, mais c'est pas une loi à respecter, surtout, soyez plus laxistes et puis soyez tranquilles, on ne va pas faire respecter cette loi-là, puisqu'elle est européenne. Je sais pas, je comprendrais pas. Non, je pense que les règles peuvent s'additionner au final, hein, donc c'est tout à fait possible, mais si vous êtes une société africaine et que vous targetez le marché européen, il va falloir respecter le GDPR, sinon vous n'allez pas accéder au marché. Quand on regarde sur le site de la CNIL, il y a une carte du monde où on voit tous les pays qui se sont dotés d'un arsenal de protection des données. C'est vraiment super intéressant à regarder parce qu'en fait, on constate que dans des pays qui sont super éloignés de l'Europe, ils ont des petites sœurs, des copy-pastes, qui sont souvent des copy-pastes de la directive d'ailleurs. Essentiellement pour des raisons commerciales en fait, hein. Je pense que la protection des données ça les intéresse peut-être, mais au final c'est pas tellement ça qui les intéresse, ces pays-là, c'est de faire du commerce avec des pays qui sont situés en Europe. Est-ce que ça répond? Déçu. C'est des questions supplémentaires, donc je vois en fait l'équipe PCB me fait signe que nous doit vraiment terminer, donc je vous invite encore, donc naturellement pour remercier en fait l'équipe qui a proposé en fait tout et préparé tout. Et naturellement, on a l'opportunité de leur contacter, de leur parler après, donc n'hésitez pas. Donc merci en tout cas. J'enverrai un petit mail à tout le monde.